Bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière table ronde. Pour clore cette journée, on va désormais parler du numérique, sujet ô combien important, tant on sait que le numérique prend de plus en plus de place dans l'économie et dans la société, et que justement ce secteur est pourvoyeur d'emplois, il va devenir de plus en plus à l'avenir. Donc plus que jamais, ce domaine représente une véritable opportunité pour les jeunes. Donc pour parler de ce sujet et animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Legeur, qui est chargée de mission éducation et tech auprès du syndicat professionnel Numéum. J'accueille aussi Medina Koné, qui est professeur délégué axe communication digitale et e-business à l'IIM Digital School d'A Vinci. Merci, bonjour. Et Agathe Bougon, qui est secrétaire générale adjointe en charge de la communication au Conseil national du numérique, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Alors, Héloïse, comme chaque table ronde qu'il y a eu aujourd'hui, je vais vous poser une question assez simple. Mais pourquoi vous recommanderiez aujourd'hui à un jeune d'aller vers les métiers et des études du numérique ? Alors, je recommanderais à un jeune de venir dans le secteur du numérique parce que c'est un secteur extrêmement innovant qui recrute pour moi c'est vraiment un secteur d'avenir qui touche et qui change à la fois le quotidien de chacun d'entre nous mais aussi qui fait évoluer et fait innover les autres secteurs. Aussi c'est vraiment le secteur du numérique, c'est vraiment un secteur où on peut travailler à la fois pour les autres secteurs, à la fois pour le numérique qui évolue énormément et qui est ouvert à tout le monde. Voici c'est un peu les grandes raisons pour moi qui feraient que le numérique c'est vraiment un secteur d'avenir et sur lequel il faut venir. Medina, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense qu'il y a aussi ce sujet des profils étudiantes et étudiants. Je suis très heureuse d'être dans le numérique. Je suis ce qu'on appelle un profil atypique. J'ai évolué dans le numérique parce que, en fait, c'est un peu comme McDo, vous venez comme vous êtes. Et en fait, vous évoluez avec ce monde qui change. Ça peut faire peur d'un côté. Je vois des parents inquiets. J'en ai rencontré beaucoup dans des salons. Et en fait, quand les étudiants arrivent, par exemple, à l'IIM, ils se posent beaucoup de questions. Et j'ai le plaisir de les voir découvrir qu'en fait, le numérique est déjà dans le quotidien. Mais le vrai sujet, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, mais comment je vais le faire, qu'est-ce que notre génération nouvelle va pouvoir apporter, et surtout faire le lien entre les personnes plus âgées et les jeunes qui sont déjà dans le numérique. Mine de rien, on a tous un portable, donc on est déjà dans le numérique. Voilà. Et Agathe, moi, je me tourne vers vous. Pourquoi la culture numérique est aujourd'hui aussi importante, et est-ce qu'on peut imaginer qu'elle va prendre encore plus de place à l'avenir ? Merci. Peut-être avant de commencer, je regardais les chiffres sur la répartition hommes-femmes dans le numérique pour vous parler d'un autre sujet après la conférence. Et du coup, je crois qu'il y a 30% de femmes dans le numérique et je suis quand même très contente de voir qu'en fait, il y a 100% de femmes, désolée, mais sur la table ronde. Ensuite, donc la question c'était pourquoi une culture numérique c'est important. Je vais répondre en rebondissant peut-être sur les questions que vous avez posées à Héloïse et Medina. Voilà. Parce que en fait, qu'est-ce que c'est que le numérique et pourquoi c'est intéressant d'y aller maintenant ? Moi, si on me demande de définir un métier du numérique, je saurais pas trop quoi dire. Bon, j'ai fait des réseaux sociaux, en regardant un peu, en faisant des revues de presse avant de venir, on va parler de développeurs, on va parler d'intelligence artificielle, de sécurité ou ce genre de choses. Des mots qui n'existaient pas il y a 10 ans en termes de professions accessibles à tout le monde. C'était plutôt des professions peut-être d'ingénieurs, de maths ou voilà, enfin, beaucoup plus spécialisés ou dans la recherche ou dans l'industrie. Là, on voit que c'est alors soit des professions ou des technologies ou des compétences qui se démocratisent beaucoup plus que ça. Du coup, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est qu'est-ce que ça veut dire travailler à l'ère numérique et comment on se saisit de cette culture numérique pour travailler et pour savoir vers quoi on va aller. Ce qu'on entend au Conseil national du numérique par culture du numérique, c'est peut-être
effectivement savoir coder à un moment donné ou savoir comment ça fonctionne, mais au-delà de ça, comprendre l'écosystème, l'environnement dans lequel on vit et pouvoir avoir un regard critique vis-à-vis des outils. Moi, peut-être étudiante aujourd'hui, quand on parle du numérique, je vais me dire, bon, ils sont sympas, mais d'un côté, on a parlé d'une espèce de Zoom fatigue perpétuelle pendant le confinement et que vous avez sûrement vécu aussi en tant qu'élève. On parle d'intelligence artificielle et des métiers qui disparaissent ou autres. Enfin, je trouve que l'environnement, il est plus ou moins positif en termes d'articles et de ressentis sur le numérique, et peut-être que vous avez des ressentis différents, n'hésitez pas à le partager à ce moment-là. C'est en fait renverser ça et pouvoir se dire les outils que j'utilise aujourd'hui, ce sont ceux-ci, ils ont tel impact sur moi, ils ont tel impact potentiellement sur nos interactions, sur le collectif, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie familiale, la vie avec les amis, et comprendre comment ils fonctionnent, ça permet de se dire j'ai envie de leur laisser cette place-là, j'ai envie de les utiliser comme ça, et à ce moment-là, de gagner en agentivité, c'est-à-dire en capacité à agir. Et justement, Médina, on dit aujourd'hui qu'un jeune qui sort d'une école de numérique, en tant que développeur, ou plein d'autres métiers, mais qui sont liés au numérique, a beaucoup de portes ouvertes. Est-ce que c'est une réalité et pareil, de manière un petit peu sociétale, comment on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce que disait Agathe sur les outils. On peut considérer les outils comme des choses qu'on a de manière utilitaire, fonctionnelle. Le numérique, c'est plus que ça. Je vous donne un exemple. J'ai bien aimé aussi le point sur le Covid. Nous, on avait déjà, avant le Covid, démarré les cours en visioconférence. Et on nous a critiqué pour certains en disant « mais on va déshumaniser ». Pendant le Covid, j'ai des élèves qui ont chanté pendant les pauses. J'ai des élèves qui ont montré leur composition artistique. On peut se dire, ça n'a rien à voir. Mais si, ça avait à voir. Premièrement, ils pouvaient déstresser, utiliser des mots via le numérique pour donner du sens à ce qu'ils vivaient. Donc on a eu un relationnel qui a été extrêmement fort avec nos étudiants, un accompagnement complètement différent. L'outil était là, mais ce n'était pas un outil fermé. On leur a appris ce que c'était vivre, être dans la vraie vie et être dans le numérique. Et on a aussi inciter beaucoup de jeunes à échanger aussi. Et il y avait des parents qui regardaient les cours, ça ne nous dérangeait absolument pas. C'était l'idée de se dire, nous sommes ensemble grâce au numérique. En fait, on peut le voir comme ça. Et pour répondre à la question, justement, c'est quel sens on donne aux outils, c'est ce que permet ces métiers du numérique. Ils nous permettent de nous transformer, d'être des humains, ce qu'on appelle des humains augmentés. C'est un mot qui fait un peu peur pour certains, mais au contraire, on est très content de faire des visios pour parler aux autres. Mais qu'est-ce qu'on y met dans ces échanges? Et c'est ce qui permet de surfer dans les différents métiers. Voilà. Et Héloïse, vous qui représentez un peu le Numéum, donc un syndicat professionnel, justement, comment se concrétise le regard justement des entreprises? Est-ce qu'effectivement il y a un besoin qui est fort? Est-ce qu'il est grandissant? Et justement, est-ce que elles sont prêtes justement à aller voir des jeunes personnes qui sortent d'école et voilà. Oui, alors pour présenter juste en 2 mots Numéum, c'est un syndicat professionnel qui représente des entreprises du numérique. Nous avons à peu près 2500 entreprises et dans ces 2500 entreprises, ça fait une dizaine d'années qu'elles sont en pénurie de talents. C'est-à-dire qu'elles sont en manque de collaborateurs. Le numérique est aussi, en plus en croissance, et qui dit croissance dit emploi. Donc il y a des emplois de tout type, mais surtout des emplois stables, donc c'est-à-dire des emplois de cadre, des emplois de CDI. Nous, à la sortie des écoles type numérique, informatique ou ingénieur, on a 90% des étudiants qui ont un CDI qui leur sont proposés directement et avec des salaires à 2,5 fois le SMIC. Donc c'est des emplois stables tout type de profil est demandé et on voit que nos entreprises, leurs besoins grandit d'année en année. Par exemple, le numérique, ça a été un des secteurs pendant la crise Covid qui n'a pas ralenti. Au contraire, nos entreprises étaient en surdemande et cette surdemande continue. Aussi, elles sont prêtes à aller chercher n'importe quel profil, des jeunes, des personnes en reconversion,
des personnes aussi qui n'ont pas forcément un bac+4, bac+5, qui était un peu la norme jusqu'à présent dans le numérique. Par exemple, on a nos entreprises qui cherchent de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills. C'est des profils un peu atypiques et qui ont des personnalités et qui ont surtout envie de s'adapter, d'être curieux et du coup peuvent rentrer dans une entreprise, apprendre sur le tas un métier et évoluer au fur et à mesure au sein de cette entreprise dans différents postes. Agathe, vous partagez justement ce point de vue du fait que les entreprises ont complètement conscience de ce besoin grandissant ? Je pense que oui, et qu'aujourd'hui on parle moins de transition numérique des entreprises que de transition numérique au travail, et que finalement ce qu'on va demander et ce qu'on a pu étudier au Conseil national du numérique, c'est de se dire que les emplois ne disparaissent pas, mais qu'il y a une réelle transformation aussi en termes de compétences, et que du coup s'intéresser au numérique, c'est aussi être dans une logique d'expérimentation un peu perpétuelle et d'en parler finalement. Nous, sur l'intelligence artificielle, par exemple, ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on teste aussi, c'est de pouvoir, plutôt que d'être dans une posture en se disant c'est horrible, on va perdre nos métiers, et en étant dans la communication, on sait que il y a eu beaucoup d'articles dessus. En fait, c'est de tester, de pouvoir dire à ChatGPT, écris-moi mon communiqué de presse, développe-moi ceci, développe-moi cela, et puis se dire, bah ok, il y a des choses qui sont plutôt cool, j'avais pas pensé à telle formulation, il y a tel chiffre qui est ressorti, mais en fait, il y a des choses qui ne vont pas, sur lesquelles il faudra toujours un œil humain, et donc ça permet d'identifier les limites de la machine et la manière de l'utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez le Conseil national du numérique. C'est vrai que quand on nous a proposé de venir à cette table ronde, je me suis dit mais en fait nous, on ne travaille pas du tout sur... Enfin déjà moi mon métier est apparaître derrière un ordinateur, d'inscrire des choses sur le back-office de mon site internet et de faire des tweets globalement. Je n'ai pas beaucoup plus de compétences techniques dans le numérique ou dans le digital. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le numérique, mais d'un côté social. On essaye de voir ce que ça fait à l'individu, aux interactions et à la société. Sur le travail, on a écrit un bouquin qui s'appelle « Travailler à l'heure numérique ». Et le parti pris qu'on a adopté, c'est à chaque fois vraiment de partir de ce que ça nous fait et comment on en parle. Par exemple, on a fait pas mal de débats avec des collégiens et des lycéens pour leur demander, donc le sujet c'était l'économie de l'attention. On n'est bien entendu pas arrivé en disant on va parler économie de l'attention, mais on les faisait voter, on peut peut-être faire le test, sur qui a l'impression de passer trop de temps sur son téléphone. Donc les élèves levaient la main, nous aussi, les profs aussi. Qui a l'impression que ses parents passent trop de temps aussi sur son téléphone? Bon, j'en vois sourire dans la salle. Nous, on a levé la main. Mon père, c'est le spécialiste des articles sur Google Discover. Je ne sais pas ce qu'il trouve dedans, mais il fouille. Les élèves aussi ont rigolé, ont levé la main. Et après, qui en a déjà parlé? Et alors là, il y a dû avoir une ou deux mains levées. Et quand on les a interrogés sur mais pourquoi vous en parlez pas si le constat il est partagé, c'était bah ça va pas, on va se faire engueuler, c'est pas le sujet de la. Enfin, je cite, fin de citation. On peut pas en parler avec nos parents comme ça. Et c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans le numérique, c'est qu'on est sur une phase d'interrogation des outils. D'une part que en tant qu'élève, vous avez plein de compétences en fait. C'est d'arriver dans une formation en disant mais en fait moi les réseaux sociaux je maîtrise déjà, peut-être qu'on a des choses à m'apprendre aussi, mais je suis déjà dans une logique d'expérimentation parce que les algorithmes changent. Je suis déjà aussi dans une logique d'apprentissage un peu différent. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont sur Twitch par exemple ou qui regardent des vidéos sur YouTube. Devant la forêt de main levée, je suppose que non, ou vous êtes fatigué après le salon. Mais donc je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le travail à l'heure numérique. C'est aussi l'apprentissage à l'heure numérique. Et je ne sais pas si c'est une des questions, mais moi je pourrais pas dire aller faire telle formation, c'est cool, mais plutôt être, comme on le disait tout à l'heure, dans une posture de je suis critique vis-à-vis des outils. J'arrive avec mes compétences, ma manière de voir aussi, et je suis aussi je valorise aussi de l'apprentissage à l'heure numérique. Moi, je voudrais intervenir sur un point, c'est que parfois on voit le numérique comme quelque chose d'horrible et qui fait peur.
Mais je vais vous dire en toute honnêteté, ce qui nous anime, par exemple à l'IM, on a 2500 étudiants, 3000 alumni, 96% de nos étudiants sont employés et 17% montent des entreprises. 45% restent dans les entreprises où ils font des stages. Bon, ça fait beaucoup de chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand on suit une formation et qu'on apprend, nous, on enseigne l'art d'apprendre. L'art d'apprendre pendant le changement. J'étais une prof qui disait, vous allez utiliser TikTok il y a 3 ans. On me disait, c'est impossible. Je ne l'utiliserai jamais. C'était des jeunes qui avaient la vingtaine. Et parmi ces jeunes, il y en a qui sont devenus de gros influenceurs, mais en fait, on a donné sens à cette bascule entre TikTok, où il y avait des danseurs, et en même temps, qu'est-ce qu'on y met derrière? Parce qu'il y en a qui faisaient du gaming. Donc quand la nouveauté arrive, nous, notre métier, c'est vraiment de l'absorber en tant que spécialiste et passionné, puisque les enseignants sont d'abord des passionnés et on n'est pas dans la théorie, on se renseigne, on a aussi des activités à côté, et ensuite de transmettre les analyses, tous les angles, pour que les jeunes, vous les appropriez différemment. Et l'autre skill, ce qui est important, et je termine là-dessus, c'est en fait les interactions humaines. Eh oui, on fait tout ça pour rester entre humains finalement. On veut juste rester et aller peut-être plus vite. Les parents ne savent pas forcément les codes, mais parfois, nous, notre métier, c'est aussi de transmettre ça. Comment est-ce qu'on va continuer à créer du lien entre des jeunes qui ne se connaissent pas? Et d'ailleurs, on les mélange. J'aime le mélange des intelligences et nous tous, on est là-dessus. Héloïse, vous vouliez réagir? Oui, pour compléter, en fait, une simple vision, le numérique a tellement explosé ces dernières années que ça a aussi explosé le nombre de formations. Il y a énormément de formations qui se sont créées après bac. Il y a des BTS, il y a des BUT, il y a des bachelors, il y a des licences, il y a des écoles, qu'elles soient publiques, privées, et ça dans toute la France. Où que vous soyez dans les régions, il y a une formation qui est vers le numérique. Il y a plein de formations qui existent. Il y a des métiers cœur du numérique. Il y a des formations généralistes comme ingénieur. Et en fait, au fur et à mesure des formations, on va se spécialiser sur de la cybersécurité, sur de l'intelligence artificielle, sur des objets connectés. Mais au-delà, il y a pour tout le monde, pour tous les profils, que vous aimiez les études ou non, que vous souhaitez être très vite dans le professionnel, il y a énormément d'alternances qui se sont développées également. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site Opco Atlas qui permet d'avoir une succession et énormément d'informations et aussi des offres d'apprentissage, et ça partout en France. Donc au-delà des profils, au-delà de ce que vous souhaitez faire, en fait, tout mène au numérique et vous vous retrouverez dans le numérique, qui que vous soyez. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Agathe. Vous avez justement évoqué un petit peu le sujet de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment. On dit déjà que l'IA pourrait remplacer des métiers du numérique notamment. Est-ce qu'on doit craindre justement un petit peu cette révolution? Est-ce que vous, justement, au Conseil du numérique, vous inquiétez, ou enfin, inquiétez peut-être pas le bon terme, mais vous penchez sur l'IA et sur justement l'impact qu'il pourrait avoir sur ces métiers du numérique? Donc le livre qu'on a publié, donc c'est le dernier livre thématique qui s'appelle Travailler à l'heure numérique. Il est sorti en décembre 2022. Donc au moment où on commençait à parler des IA génératives et de ChatGPT notamment, il interroge le numérique au travail, pas au sens compétence, mais au sens qu'est-ce que ça fait à l'individu, à nos manières d'interagir et au collectif, que ce soit dans les usines ou auprès de cadres et de CSP+. Et il montre, on a interrogé pas mal de chercheurs, notre approche elle est académique, on a un collège de membres qui sont plutôt des sociologues, philosophes, il y a des informaticiens, il y a des personnes techniques, mais l'approche elle est celle-là, et qui plaide plutôt pour non pas une disparition mais une transformation. Donc les mots sont positifs avec les enjeux derrière, c'est-à-dire d'invisibilisation ou d'impact sur le collectif, mais en gros que c'est un peu un jeu à somme nulle in fine. Entre-temps, donc il y a eu ChatGPT.
les questions qu'on avait, c'était au départ de la part des journalistes. Hein. C'est formidable sur le métier du travail, ça va permettre de gagner en productivité. Bon, bah moi, en tant que salarié, si on me dit que l'objectif c'est juste de gagner en productivité, je m'interroge un peu sur ma position. Après, pas mal de questions sur c'est horrible, on va perdre notre emploi. Et c'était les études de Goldman Sachs sur les 300 millions d'emplois qui vont disparaître, etc., etc. Donc moi, ma posture, c'était je ne peux pas répondre à des demandes journalistes où on me demande de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas du tout notre approche. Et après, il y a eu, en fait, expliquez-nous comment ça fonctionne et comment on va pouvoir s'en saisir. Donc on est plutôt sur une transformation et cette culture numérique, finalement, je reviens dessus, mais c'est apprendre au collectif à l'individu et au collectif à s'en servir et rester dans une approche où on va tester, on va pouvoir en parler, former aussi côté RH, mais aussi côté CSE, donc comités sociaux et environnementaux, dans les entreprises pour être sûr qu'on garantit toujours les droits des salariés aussi. Enfin, je pense qu'il y a aussi des points à avoir en tête là-dessus. Et c'est vraiment de renverser la manière de travailler ensemble là-dessus. Donc, par exemple, j'ai été interrogée par des amis qui sont dans le privé sur des formations, comment on fait pour partager ces éléments-là. Ça va plutôt être de travailler sur les IA au sein d'équipes, justement, pour voir ce que ça peut apporter ou pas, et quel impact ça peut avoir in fine sur les métiers. Et Héloïse, justement, vous qui êtes proche des entreprises avec nous-mêmes, est-ce que on sent frémir quelque chose, un intérêt des entreprises justement pour l'intelligence artificielle et les IA génératives comme ChatGPT? Est-ce qu'elles s'intéressent? Est-ce que justement elles cherchent des profils de métiers qui maintenant, qui sont proches de l'IA, qui accompagnent l'IA? Parce que effectivement, comme le dit Agathe, il y aura pas, l'IA va pas remplacer, mais va accompagner. Est-ce que ça justement les entreprises en sont conscientes et est-ce qu'elles le font vraiment de manière concrète? Oui, complètement. Pour aller dans le sens d'Agathe, nos professionnels et entreprises voient d'un bon œil les IA et l'IA générative en voyant ça comme une nouvelle innovation, comme chaque innovation qu'il y a eu auparavant et qui y aura dans le futur, il faut l'accompagner. Du coup, il faut des formations autour. Il faut aussi travailler autour de la confiance et l'éthique de l'IA. Ça, c'est très important. Mais du coup, les entreprises voient aussi les intérêts. Et nous, en interne à Numéum, beaucoup pensent qu'en fait, l'IA, ça va être un peu comme un portable ou un ordinateur. En fait, à terme, peut-être tout le monde va l'utiliser l'IA dans chacun de vos métiers et que ça va vraiment avoir un impact et une utilisation dans tous les secteurs. Et justement, Médina, là d'un point de vue beaucoup plus scolaire, mais justement quand tout ça nous intéresse, ce monde qui bouge, les choses qui évoluent, comment justement on intègre des écoles et quels sont les cursus qu'on peut suivre justement pour être au cœur de tout ce changement? Alors déjà, au pôle de Vinci, il y a 5 ans, on a organisé une Learning Expedition dans l'une des écoles du pôle, à San Francisco. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve beaucoup de recherches débridées un petit peu. Ici, il y a de la recherche, mais c'est un petit peu confidentiel. Et donc, comment on l'intègre dans la pédagogie? C'est simplement en allant explorer. Nous sommes des explorateurs du numérique. Nous n'attendons pas les analyses, on regarde déjà ceux qui sont déjà en avance. Et je vais même aller plus loin, les IA, on les a déjà enseignés il y a 2 ans à l'IIM notamment. Nos étudiants faisaient déjà des travaux avec l'IA générative, parce qu'en fait, ça fait quelques mois que vous en entendez parler dans le grand public, mais nous, on les a déjà fait travailler dessus. Et on fait ce qu'on appelle des parcours professionnalisants. Nous, notre objectif, c'est pas d'avoir des théoriciens. Si on veut que les gens mettent en pratique, il faut qu'on les mette face à des choses faciles à faire, mais qui puissent expérimenter. C'est ça notre pédagogie. Et les entreprises viennent nous voir. Nous avons Orange, nous avons aussi le gouvernement, nous avons aussi des TPE, même des startups qui viennent nous voir et qui disent on veut que 200 étudiants réfléchissent à. Et dedans, on met l'IA. On met aussi, je reprends toujours ce mot, l'humain au cœur de tout ça. Et on met l'éthique. C'est pour ça que les sujets RSE dans les entreprises, vous vous dites parfois, et ce qui me plaît, c'est la surprise des parents quand ils se disent « je ne pensais pas qu'ils pouvaient ou qu'elles pouvaient faire ça ». En fait, nous, on en est fiers parce que c'est un espèce de jeu de ping-pong.
On recherche, on sent les tendances, on les transmet aux étudiants et eux aussi font des recherches. Donc ils sont aussi acteurs de la pédagogie. Le cours d'il y a 2 ans est déjà périmé. On leur dit tout le temps, il y a une chose qui reste, c'est votre état d'esprit, votre curiosité et certaines bases. Mais avec l'innovation, vous devez accompagner l'innovation parce que vous serez toujours employable. Je termine sur un point qui est vraiment essentiel. Ce qui est bien de se retrouver entre vous deux, c'est qu'en fait, dans l'idée, l'accompagnement des jeunes aujourd'hui, c'est la clé. C'est de ne pas être en retard sur les technologies. Notre objectif au pôle de Vinci, c'est vraiment d'accompagner le changement et de faire en sorte que, voilà, quand vous serez en entreprise, votre héritage, ce sera de se dire, on sait quelles sont les méthodes, on donne les méthodes pour accompagner le changement et garder cette éthique et garder cette ligne de conduite en entreprise. Et moi, je terminerai juste avec un petit mot très pratico-pratique. Vous cherchez une formation, quelle qu'elle soit, un BTS, une licence, un master, une école privée, publique, Bac+5, Bac+4, faire un doctorat. On a un site qui s'appelle Concepteur d'avenir. Il y a un onglet Trouver sa formation et on a une cartographie, un annuaire des formations. Il suffit de mettre un métier, un mot-clé avec votre région et vous avez la cartographie des métiers qui sortent et des formations qui existent. Donc c'est une cartographie dans toute la France. Et il y a sur plein de domaines liés au numérique, que ce soit dans le marketing digital, que ce soit dans la communication digitale, que ce soit dans les métiers cœur du numérique, comme on appelle les métiers dits techniques, cybersécurité, développement, intelligence artificielle, transformation numérique. Vous retrouverez toutes les formations dans cet annuaire. Et Agathe, je voulais aussi revenir sur un point qui était assez paradoxal aujourd'hui, mais effectivement, vous êtes 3 aujourd'hui ici à parler du numérique et on sait que pour le coup le numérique a besoin de profils féminins parce qu'effectivement on a eu des conférences cet après-midi sur le fait par exemple que les femmes étaient en sous-nombre dans les métiers de l'ingénierie, des maths, c'est aussi un peu le cas du coup dans le numérique. Est-ce que les lignes bougent? Est-ce que les choses changent? Et qu'est-ce que vous diriez justement à une jeune fille qui hésite peut-être avec ce point-là, le fait d'être un petit peu... pas forcément, ou du moins ne pas se sentir à sa place? Alors, déjà, je pense que je ne travaille pas dans je travaille pas dans une équipe par exemple de développeurs. Au moins en tant que femme, je suis pas du tout en position de solitude ou autre. J'ai fait de la communication où en fait on était plus de femmes que d'hommes dans les classes. Mais c'est vrai qu'il y a un encouragement pour les profils féminins. Il y a des programmes qui se montent comme Tech pour toutes, qui a été annoncé à Vivatech en juin dernier et qui se montent. Donc les informations sont sur le site de la Fondation INRIA. Mais ça peut être sur des... l'accompagnement sera du coup de l'ordre du réseau financier, matériel et aussi en termes de compétences. Donc ça peut être intéressant. Il y a plein d'autres collectifs aussi qui existent comme Diversity Days par exemple, la Grande École du Numérique. Enfin, il y en a vraiment plein dans lesquels il ne faut pas hésiter à les regarder parce que je pense qu'au-delà de dire je vais faire tel métier parce qu'il y a tel besoin aujourd'hui dans un secteur économique donné, ce qui est intéressant c'est de se dire quelles sont les compétences que j'ai envie d'avoir, de se créer du réseau, potentiellement d'aller parler à des personnes aussi qui sont sur ces métiers-là, parce que se dire aujourd'hui, je vais me former pour être, j'en sais rien moi, spécialiste de cybersécurité, donc ça c'est un métier qui va continuer à exister, ou peut-être développeur par exemple. Enfin c'est pas mal d'avoir les oreilles ouvertes. Et oui, je voulais juste rajouter que je trouve que du coup, il y a 2 manières de réfléchir. Il y a aller vers le secteur numérique avec des entreprises qui sont fléchées numériques et qui évoluent aussi. Par exemple, Samsung a travaillé avec Thales pour se dire que ils ont fait le constat que les nouvelles générations qui arrivaient chez Thales ne savaient pas spécialement utiliser des suites bureautiques sur des ordinateurs. Et du coup, ils ont travaillé avec Samsung pour plutôt mettre des tablettes. Donc je trouve qu'il y a aussi une démarche intéressante des entreprises qui n'est pas de se dire on va calquer tout le monde sur les mêmes compétences. Donc d'un côté, réfléchir à comment je rejoins
un métier numérique, fléché numérique, et de l'autre, de quelles compétences j'ai besoin, sachant que le numérique, comme il irrigue toutes nos vies personnelles aujourd'hui, va irriguer l'ensemble des vies professionnelles, de quelle posture ou quelles compétences je peux avoir besoin derrière, que ce soit pour l'exercice de mon métier ou encore cette posture critique vis-à-vis des outils dont je parlais tout à l'heure et la capacité à en parler au sein d'un collectif, par exemple. Et en complément, le numérique a plusieurs stéréotypes et préjugés qui l'entourent. Et il y a aussi beaucoup de méconnaissances dans le sens où quand on dit c'est quoi le numérique, beaucoup ne savent pas, et c'est normal parce que en fait c'est tellement large que on va parler, on pense réseaux sociaux, on va penser peut-être aux jeux vidéo ou à la personne qui va être derrière son ordinateur toute la journée. Le numérique, c'est pas ça. Enfin, il y a une partie qui est un peu ça, mais principalement le numérique, c'est vraiment de l'innovation. C'est un travail d'équipe. Nous, toutes nos entreprises et tous les collaborateurs dans nos entreprises font des travaux d'équipe et peuvent travailler dans n'importe quel secteur. Aujourd'hui, il y a plus de numérique dans l'automobile, il y a du numérique dans le luxe, dans la beauté, dans la grande distribution. En fait, quoi que vous, quelle que soit la formation numérique que vous faites, vous pouvez, et je rejoins Agathe pour ça, vous pouvez travailler dans des entreprises fléchées numériques, mais qui ont des clients qui ne sont rien à voir avec le numérique, qui sont du secteur public jusqu'à la santé. Il y a par exemple la robotique. Aujourd'hui, on fait des choses incroyables en santé et le numérique pour des greffes, pour la bioinformatique. Enfin, vraiment, c'est immense. Et du coup, ça, et on le voit, enfin moi je le vois quand je fais des interventions dans des collèges et lycées, beaucoup ne savent pas ce qu'est le numérique, et principalement les jeunes filles. Aussi, j'invite toutes les jeunes filles qui sont présentes ici et au salon de s'informer, et parce que le numérique, ça a un impact positif. Et vous pouvez travailler n'importe où, et c'est pas un métier seul, isolé. C'est un métier où, n'importe quel métier, vous allez travailler en équipe, vous allez évoluer et vous allez surtout sans cesse apprendre. Et ça, je pense que c'est quand même un bénéfice qui n'est pas négligeable et que chacun d'entre vous peut bénéficier. Et Médina, est-ce que vous voulez rajouter Oui, d'un point de vue pédagogique, nous en Bachelor 1, donc ce qu'on appelle aussi la prépa, les étudiants découvrent 5 disciplines, bientôt 6 disciplines du numérique. Le coding, la création graphique, il y a aussi la communication digitale, vous avez les jeux vidéo et la 3D. En fait, ce sont les piliers, et il va y avoir l'audiovisuel. Et on fait découvrir tous ces univers pour que chacun puisse se dire, tiens, j'ai au moins des bases sur l'ensemble de l'écosystème. Et par la suite, je choisis ma spécialité. Et c'est rassurant parce que beaucoup nous font confiance pour ça, parce qu'en fait, il y a des découvertes. Juste une histoire, je prends une étudiante qui était en Bachelor 1, qui vient d'être diplômée. Et c'est intéressant, elle est arrivée d'abord pour tout ce qui était artistique. En prépa, en Bachelor 1, elle se dit j'ai envie, elle utilisait des tablettes graphiques, elle dessinait, elle faisait de la peinture, de la musique. On lui a dit bienvenue, welcome. En année 2, elle se dit tiens, finalement je vais prendre la com digitale. Elle est devenue data scientist. Alors, entre l'art et la data, elle a parcouru son année scolaire en se disant j'ai découvert, j'ai appris chaque chose, et elle a évolué aussi avec l'actualité. Donc il faut aussi avoir confiance en vous. Les carrières linéaires, je voudrais dire aux filles, aux il, elle, yel, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Tout le monde est bienvenu en fait dans le numérique. On a des dyslexiques, on a des HP, je leur dis souvent, quel que soit votre sujet, votre situation, on a des personnes en fauteuil roulant, enfin quelle qu'elle soit, elles viennent juste pour évoluer, suivre un parcours qui leur permet de découvrir et de donner du sens. Et les filles sont bienvenues. Nous, on constate qu'il y en a de plus en plus qui prennent des rôles de chef aussi dans nos petits projets. Et ça donne confiance en soi. On travaille beaucoup sur la confiance en soi. Et en fait, on leur dit, le syndrome de l'imposteur, il était avant d'arriver chez nous. Maintenant, vous êtes dans le numérique, le syndrome de l'imposteur, c'est pour les autres. Donc voilà, mais je le dis avec sourire parce qu'en fait, c'est normal de se poser des questions. Mais on est là pour ça, nous tous, je pense. Agathe, vous voulez ajouter ?
Oui, je voulais juste rajouter un point. Je ne sais pas si c'était très clair tout à l'heure, mais moi je trouve qu'on est dans un moment qui est quand même hyper intéressant et que quelque part les vies pro et perso, elles se rejoignent dans nos utilisations de canaux numériques. Quand on voit ce qui se passe sur X, ex-Twitter, sur les évolutions de Facebook, Instagram, WhatsApp. Là, je réfléchissais hier sur le fait que les canaux, par exemple, sur Instagram ou les chaînes sur WhatsApp, je ne sais pas si vous les utilisez, en dehors du fait que ça fait du coup des canaux de plus à suivre en tant qu'utilisateur, en fait c'est un renversement de l'usage de base des réseaux sociaux qui était l'échange au départ, où on revient sur quelque chose de très descendant, où on ne peut plus répondre, plus interagir, si ce n'est de mettre des cœurs ou des pouces vers le haut, vers le bas, etc. Bon, du coup, digression pour dire que que ce soit en termes de régulation, d'apprentissage, de transformation des entreprises et in fine des compétences, on est à un moment qui est intéressant, où on est en train de passer de certains avaient la connaissance sur le numérique à le numérique c'est partout, et plutôt que de dire on va étudier le numérique, c'est on va être étudié dans une société numérisée. Plutôt que de dire on va travailler avec un métier du numérique, moi je rappelle que je ne sais toujours pas ce que c'est, on va travailler dans une société numérique. Et du coup, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les compétences que vous avez déjà et de construire quelque chose qui va chercher justement ailleurs que dans une formation ou dans l'exercice d'un métier, moi je trouve que c'est assez passionnant et que ça nous donne aussi l'opportunité de choisir le métier qu'on veut, essayer d'agir sur la société dans laquelle on a envie de vivre aussi. Et en ce sens, c'est plutôt chouette. Juste une chose, ça peut paraître très enthousiasmant, je vais juste parler des petits points noirs quand même, parce qu'il ne faut pas en avoir peur en fait. Par exemple, on parle de la communication de crise. Quand il y a un bad buzz, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Faut l'enseigner. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. On parle de harcèlement scolaire, mais nous, on en parle aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on utilise les outils ? On s'intéresse beaucoup à la législation. Les influx voleurs, beaucoup on a entendu parler. Il y en a qui hochent la tête, c'est parfait quand je vous vois hocher la tête. Mais en fait, on en parle. On va en amont, on se renseigne, on regarde le yin et le yang, on regarde tout ça, et on essaye, je vous assure que la colonne vertébrale de tous ces métiers, c'est de garder quand même le point central, c'est l'éthique. Vous avez peut-être entendu le dire plusieurs fois, mais en réalité, avec les parents, avec les jeunes, on réfléchit tout le temps à ça. Et donc, sur par exemple les influx voleurs, nous, on a des influenceurs qui ont, parce que parmi nos étudiants, il y en a qui ont évolué avec les réseaux sociaux et qui sont devenus influenceurs. Il y a même des influenceurs qui viennent étudier chez nous. Mais quand ils rentrent dans la classe, ils sont à égalité, ils sont tous transparents. Hein. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, rien. Vous êtes des apprenants, des étudiants. Et quand ils viennent, on analyse des cas et on essaye de voir aujourd'hui comment, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'activité, on peut aller au-delà d'un bad buzz, au-delà, et on prend des exemples très concrets. Et ça permet aussi de gagner confiance en soi et de se dire que le monde d'aujourd'hui, il est plein de moments difficiles. Mais notre cause à nous, notamment avec le numérique qui change beaucoup, c'est tout le temps de ramener les choses de manière bien alignée, bien centrée. Voilà, je voulais juste quand même parler de cela parce qu'il faut aussi voir les différents aspects. Le numérique peut faire peur pour la perte d'emploi. Et je termine sur ce point parce qu'il me tient vraiment à cœur, c'est qu'en fait, il y aura deux mondes. Ceux qui savent faire avec et ceux qui font sans. Et nous sommes en capacité d'accompagner ceux qui font sans, parce qu'on sait le faire dans notre quotidien, mais on accompagne aussi ceux qui veulent faire avec. Je voulais juste dire, j'ai pas dit qu'il fallait mettre du numérique partout, mais que c'était le bon moment pour s'y intéresser. Ah, je pense pas avoir dit ça. Oui, mais oui, je suis d'accord. Ou bien je me suis emballée, je suis très expressive. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a un peu moins de monde que tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a éventuellement des questions avant qu'on termine cette journée ? Sinon, nos trois intervenantes sont disponibles quelques minutes pour répondre à vos questions si vous êtes un peu timide. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à nos trois intervenantes. Si ça vous intéresse, du coup, moi j'ai pris quelques livres sur l'économie de l'attention,